on va aborder peut-être le troisième point que je voulais aborder avec vous lors de cette table ronde, à savoir comment, concrètement, au niveau des chambres, justement, et c'est le travail des chambres en tout cas, en partie, on peut apporter des réponses qui traduisent auprès des agriculteurs sur le terrain le fait que les choses bougent effectivement, même si ce n'est pas forcément à une très très grande échelle, mais en tout cas il y a quelque chose qui bouge, et ça on sent bien que les chambres ont un rôle primordial à jouer là-dessus. Peut-être revenir avec vous, Bernard Lacour, dans un premier temps, sur ce qui, selon vous, peut être mis en place dans un département comme la Saône-et-Loire. Non, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses. Je parlais de tout ce qui concerne les cours d'eau, tout ça, par exemple. C'est des éléments. Enfin, S'il vous plaît. On a vécu en Saône-et-Loire des relations un peu compliquées. Alors quand on parle agriculteur, on peut aussi parler maire, parce que un qui est dans la salle qui est bien placé pour le dire. Voilà, ça c'est des espèces d'ambiguïté qu'on a capacité de lever. Quand on parle loi Egalim, on parle. Alors bon, quand on est dans un département, pour parler élevage, quand on est dans un département comme la Saône-et-Loire de production, nos relations avec la grande distribution, avec les méthodes qui sont les nôtres, font que globalement ça s'est plutôt amélioré. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il y a un vrai problème aujourd'hui autour de la restauration au foyer. Voilà, il y a d'autres sujets qui sont des sujets très localisés, très locaux, où cette situation aujourd'hui nous permet finalement d'amener de l'espérance à des gens qui sont pénalisés sur l'exploitation avec ces dossiers. Et il faut vraiment, et là l'administration, les élus locaux, il faut vraiment qu'on fasse le maximum pour faire en sorte que ces problèmes-là, on les règle. Et puis après, si on veut se projeter, alors en Saône-et-Loire, on a la chance d'avoir une ferme expérimentale et des domaines viticoles expérimentaux. Là aussi, on a transformé la ferme expérimentale, qui était la ferme de la seule chambre départementale, en une association. Tous les établissements scolaires d'AgroSup, Isara jusqu'aux maisons familiales adhèrent à cette association, sans parler de tous nos partenaires, y compris autour du numérique et tout ça, notre filière bien entendu et tout ça. Là aussi, travaillons ensemble pour tracer des perspectives à nos jeunes. Je veux dire, s'il y a les établissements scolaires, derrière, il y a des jeunes. Impliquons-les dans nos réflexions, travaillons sur l'avenir, parce que quelqu'un qui s'engage, aujourd'hui, les coûts de reprise d'exploitation sont énormes, eh bien, il s'engage pour une durée, il s'engage et donnons-leur des perspectives. Et là aussi, travaillons le renouvellement des générations. 1480 agriculteurs ont plus de 57 ans en Saône-et-Loire. Bon, transmettre une exploitation viticole ou une exploitation céréalière, même si le modèle évolue, c'est relativement confortable. Par contre, transmettre des exploitations d'élevage, c'est plus compliqué. Là aussi, creusons. Alors, on est plus sur le moyen terme ou le long terme, mais réfléchissons ensemble avec nos structures, avec nos collectivités, sur le renouvellement des générations. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune a l'obligation de porter la totalité des capitaux d'exploitation? Enfin, réfléchissons. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il n'y a pas de tonnerre. Il veut vivre comme le reste de la société, donc il veut gagner sa vie. Voilà, la perspective de dire, bien, on réalisera un capital quand on partira en retraite, ça appartient au passé. Les jeunes, ils veulent vivre de leur métier. Eh bien, travaillons, parce que parfois les recettes, elles sont plus simples que ce qu'on peut imaginer. Travaillons ensemble de façon à ce que des jeunes nous rejoignent et qu'on garde une dynamique dans nos entreprises. Mais en tout cas, il y a une vraie attente. Voilà. Je voulais suivre avec vous, Didier Ramé. On n'a pas encore eu l'occasion de vous entendre depuis le début de cette table ronde. Puis après, Thierry Chalmin, je vous donnerai la parole également. Didier Ramé sur la Nièvre, vous avez fait un constat aussi, malgré tout. C'est peut-être la difficulté pour les chambres d'agriculture aujourd'hui d'arriver à faire le lien entre des exploitations agricoles qui vont bien et puis d'autres qui sont en réelle difficulté. Et il faut arriver à travailler pour tout le monde finalement. Oui, d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure. Il y a une certaine catégorie d'agriculteurs qui vont bien, à peu près un tiers. Il y en a un tiers qui va un coup bien, un coup moins bien selon les aléas des prix ou du climat. Et puis il y a tous ceux qui peinent, quelle que soit la situation, et on l'a bien vu, et peut-être sous-estimé en 2022-2023, où dans les catégories élevage, même céréales,
On a des niveaux de revenus qui ont augmenté pour la plupart, mais pas tous. Et ça, on l'a sûrement sous-estimé. Malgré tout, dans les chambres, tout comme dans celle que je préside, on a des agents, des ingénieurs qui savent décortiquer une exploitation. Et pour peu que l'agriculteur veuille bien faire appel à nous, on s'est orienté par des systèmes de visuels. Tel endroit, toi, tu es bien positionné, mais là, ça déconne. Et vice-versa dans d'autres situations. Mais il faut qu'on aille dans les fermes. Il faut que l'agriculteur accepte de se faire expertiser. Et au-delà de ça, on donne des avis, des conseils à suivre, à orienter, à discuter avec l'agriculteur. Et là, pour une fois, on peut dire merci au conseil régional puisqu'il nous a aidé à faire en sorte que les audits ne coûtent pas trop cher à l'agriculteur et que nous puissions faire ce travail-là. Et puis au-delà de ça, quand on installe des jeunes, il y a le stage de 21 heures, et il y en a beaucoup qui nous regardent, qui le feront peut-être dans les semaines, les mois ou les années qui viennent. On considère souvent, et je me souviens 40 ans en arrière, que ces stages sont souvent considérés comme une obligation dont se passerait bien, mais malgré tout, c'est d'abord un lieu où on se rencontre, où on crée des connexions entre jeunes qui durent des fois toute la carrière. Mais au-delà de ça, là aussi, on constitue un domaine d'activité où on se projette, et Bernard l'a dit, pour plusieurs années, parce que quand on achète un fonds d'exploitation, même si on n'a pas acheté les terres, il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros, souvent, et là, il faut qu'on sécurise, et nous, Chambre, on est là pour sécuriser au mieux l'installation. Et c'est souvent reconnu comme tel, puisque dans les échecs post-installation, ils sont plutôt assez rares. Donc ça veut dire que l'agriculteur avait un bon projet, et ceux qui l'ont accompagné, je veux parler pour nos structures, puisque on est là ce matin, c'est pas si mal fait que ça, et on peut s'en féliciter. Alors, vous pouvez aussi monter au créneau, des fois, sur des sujets très spécifiques. Je voudrais que vous reveniez en quelques mots, peut-être, sur une réunion, je crois que vous avez eue le 8 mars, vendredi dernier, et qui était consacrée, alors c'était une réunion avec la préfecture, hein, si je ne fais pas erreur, et qui était consacrée voilà, à la définition de la cartographie des cours d'eau, sujet difficile s'il en est. Et vous arriviez, enfin la Chambre, vous arriviez avec des propositions très précises là-dessus. Nous, on a fait un travail très simple. Voilà. On a pris la charte telle qu'on l'avait écrite, enfin telle que l'État l'avait écrite, on l'avait acceptée parce qu'on nous a dit qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. On a enlevé tout ce qui est obligation et on la transfère au système d'information. L'agriculteur veut faire un travail chez lui, sur son cours d'eau, qu'il soit pointillé ou pas pointillé, ce n'est pas le sujet. On considère que, et ça a été dit à plusieurs moments ce matin, on est les sachants. On connaît le terrain, on est là depuis des générations. On sait que le cours d'eau, il faut qu'il soit entretenu ou pas entretenu, qu'il soit un peu renforcé dans ses berges par de la pierre qu'on a ramassée à côté. On n'a pas besoin de tonnes d'ingénieurs pour nous dire que là, tu feras un virage comme ci, là, tu feras un zigzag comme là et tout ira bien. Là, pour ça on n'a pas de réponse encore aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire que c'est gagné. Mais si, et ça, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Monsieur le Ministre, c'est si sur toutes les revendications, l'État nous dit « Ah ben ça, c'est pas faisable, ça, c'est pas faisable », on est sur une poudrière. Et il aurait tort de ne pas écouter, entre guillemets, et là on va jeter un petit peu des fleurs à nous-mêmes, on est des anciens ici, des sages, on n'est pas des va-t-en-guerre. On essaie d'arrondir les angles pour que tout le monde s'y retrouve. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas entendus, moi, personnellement, je me retire de ces discussions. J'ai d'autres chats à fouetter que d'aller discuter d'un bout de drap qui ne sert à rien au niveau de la préfecture. On y va tous les 15 jours en ce moment. Thierry Chalmin, pour poursuivre sur ce... Ça tombe bien parce que je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Bernard et Didier sur les cours d'eau. Alors, je vais parler sous couvert de Marie-Jeanne Fautré, parce que je crois qu'on a commencé en Haute-Saône le travail sur les cours d'eau sous sa présidence, quand elle était DDT de Haute-Saône. Ça fait donc un peu de temps, Madame Fautré, déjà. Des choses sont possibles. Et je pense qu'en Haute-Saône, on a travaillé en mettant tout le monde autour de la table, la DDT, les agriculteurs, l'OFB. On n'a pas parlé de l'OFB ce matin, on aurait pu en parler, parce que ça a cristallisé aussi un certain nombre de difficultés du monde agricole. Et puis on a abouti à une cartographie des cours d'eau. Alors je ne dis pas qu'elle est simple, mais elle est comprise par l'ensemble des parties. Et puis quand il y a un problème de déclassement ou de choses à revoir, on va tous sur le terrain, tous ensemble, y compris l'OFB. Et puis on discute et puis on arrive à des solutions.
Et aujourd'hui, alors je ne veux pas avoir la prétention de dire que tout est facile, mais c'est peut-être un peu moins difficile que dans d'autres départements, dans notre département de Haute-Saône, de pouvoir gérer cette problématique des cours d'eau et de pouvoir faire l'entretien sur ce qui n'est pas cours d'eau et puis les choses à effectuer sur ce qui est classé cours d'eau aujourd'hui. Donc il y a des choses qui sont possibles et on a essayé de faire la même chose par rapport à l'entretien des haies. On a abouti aussi à des choses en commun. Donc voilà, localement, il y a des choses qui sont possibles et qui vont plus vite que quand on demande à ce que ça bouge au niveau national, ça c'est certain. Arnaud Delestre, pour poursuivre sur cette thématique, parce que je crois que voilà, au niveau de la Chambre de Lyon, vous avez aussi pas mal travaillé. Non, mais je pense quoi, transversalement sur toutes les chambres d'agriculture, mais je rejoins Thierry, à partir du moment où un travail a été fait, bien fait, sur des cours d'eau dans des départements il y a quelques années, le fait de vouloir remettre ce sujet sur la table, c'est plus entendable quelque part. Une fois que c'est défini et que les règles sont claires sur savoir ce qu'est un cours d'eau, on ne revient pas dessus. Il y a le sujet des zones humides, on ne l'a pas abordé, c'est pas là-dessus que je devais intervenir, mais typiquement, voilà, il y a une réglementation, il y a une définition européenne, on s'en tient à la réglementation européenne, on définit ce qu'est une zone humide et voilà, on s'en tient là et on ne surenchérit pas. J'espère au moins que ce message-là est entendu. Si celui-là est déjà entendu, ça sera déjà un premier pas. Sur l'accompagnement, c'est là que je voulais revenir, sur l'accompagnement des chambres d'agriculture. Donc là, je suis beaucoup plus large que le département de Lyon, mais je l'ai un peu abordé tout à l'heure. C'est évident que les chambres, elles sont là aujourd'hui, elles sont là dans tous les départements, dans toutes les régions, elles sont au niveau national. Et que le conseil, l'accompagnement qu'ils apportent, aussi bien dès qu'un jeune a un projet d'installation par le guichet unique, le travail qu'on fait avec les cédants, le travail qu'on fait tout au long de la vie des jeunes et des moins jeunes, des agriculteurs sur la formation, ce métier change, parce que ça a été dit, et je ne vais pas le rappeler, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux fonciers, les enjeux de vie sont différents, donc le métier d'accompagnement des chambres doit aussi évoluer, donc c'est sur ce point-là. Et je citais un exemple tout à l'heure de ce travail en silo qui aujourd'hui est infernal, c'est-à-dire on travaille sur un plan et puis à côté on va travailler sur un plan changement climatique, puis à côté on va travailler, c'est-à-dire que l'agriculteur il doit venir, si on prenait la théorie, 10 fois à la chambre d'agriculture faire des diagnostics. Il faut partir des besoins de l'agriculteur. Ce qu'il faut, c'est partir du projet de l'agriculteur et ensuite on regarde tout l'environnement qui est autour de lui et on répond à ça. Je pense que c'est là-dessus qu'on va et l'accueil qu'on doit emmener, et donc c'est vraiment un point fort qui est emmené au niveau aussi national, d'arrêter de travailler en silo, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas gagné, parce qu'on s'aperçoit que malgré les discours qu'on a eus, les silos restent, les murs sont assez solides, donc il va falloir ébouler les murs, et puis arriver à travailler de façon globale pour les agriculteurs. Donc ça, c'est emmené au niveau de Chambre d'agriculture France, notamment, d'arriver à avoir un diagnostic qu'il faudra voir sur le territoire comme on a, mais qui part du besoin de l'agriculteur. Ça a été aussi beaucoup travaillé dans le document stratégie 2040, voilà, donc je pense que chacun a un résumé qu'il a pris à l'entrée, mais le fait de pouvoir accompagner tous les agriculteurs au niveau national, mais bien sûr dans la cour de ferme et puis en région, d'avoir des éléments. Et quand je parle de tous les agriculteurs, c'est aussi les agriculteurs qui sont en difficulté. On a parlé un petit peu, mais on a tous aujourd'hui des cellules réagir dans nos départements qui sont conduits par les chambres d'agriculteurs. Il y a d'autres systèmes aussi qui existent. L'important, c'est d'accompagner l'ensemble des agriculteurs, et on a cette vision au niveau des chambres de pouvoir faire, grâce à toutes les énergies qu'on a au niveau des salariés qu'on a dans les chambres d'agriculture, tous les métiers pour pouvoir avoir quelque chose à 360 degrés, mais il faut partir du projet de l'agriculteur et non pas des contraintes. Vincent Lavier pour la Côte d'Or. Juste, je crois que c'est hier que vous aviez une session de chambre. Toujours dans cette capacité qu'ont les chambres à éventuellement faire remonter les messages, éventuellement les faire redescendre aussi. Je crois que vous aviez hier une rencontre avec la préfecture et la DDT. En fait, hier, on avait un bureau de chambre, notre traditionnel bureau de chambre de chaque mois. Et effectivement, on avait fait le choix d'inviter les services de l'État pour faire le point sur l'ensemble des mesures qui ont été déjà annoncées suite au mouvement de protestation initié il y a un mois maintenant. Alors, c'est quand même compliqué. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers ouverts. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Là où le bas blesse un petit peu, si je puis dire, c'est que l'attente est tellement forte que finalement, on a quand même globalement tendance à penser que tout ça, même si c'est ouvert, ça n'avance pas tout à fait assez vite à notre goût. Mais ça a été dit déjà par plusieurs intervenants ce matin, c'est qu'il y a énormément de complexité administrative et il y a quand même des choses qui ne sont pas faciles à faire bouger. On va pas revenir sur la problématique du CSP puisqu'il semblerait qu'elle soit réglée. Mais enfin, elle a déjà été réglée une fois et ça n'a pas fonctionné. Donc on peut quand même prendre un petit peu de précaution avec les annonces d'hier. J'espère qu'elles sont ce coup-là définitives.
Bon, ça n'empêche pas que la problématique des phytos, elle existe toujours et que de toute façon, il faudra trouver des solutions pour la gérer parce que le ministre nous avait dit aussi pas d'interdiction sans solution et aujourd'hui on s'aperçoit qu'au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises qui font que les interdictions continuent d'arriver et que les solutions ne sont pas forcément là en face. Alors les solutions, quelles qu'elles soient, hein, il peut y avoir plein d'alternatives aux phytos bien évidemment, mais de toute façon, on a quand même un certain nombre d'interdictions qui aujourd'hui sont sans solution. Et je vois bien qu'il y a une vraie volonté des services de l'État en région, en département. On a tous des très bons échanges avec nos préfets. Il y a une vraie volonté de tous les gens à qui on est au contact tous les jours de nous apporter des solutions. Mais il y a quand même une inertie, à mon sens, énorme en administration centrale et qui fait que tout ça, ça avance pas assez vite à notre goût, quoi. Didier Ramé, juste pour revenir sur le travail fait au niveau de la Nièvre. Pardon ? Juste, Didier Ramé, oui, pour revenir sur ce qui est fait dans la Nièvre. Vous disiez aussi qu'il y a un constat à votre niveau qui est fait d'arriver à concilier un travail global mené auprès d'agriculteurs qui, d'un côté, sont attachés à des schémas traditionnels, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils sont mauvais, mais la culture, l'élevage tout simplement, et puis des visions plus novatrices de l'agriculture. Il faut arriver à travailler et à emmener tout le monde. Est-ce que ce n'est pas la plus grosse difficulté pour vous aujourd'hui ? C'est une difficulté. Il faut toujours, de mon point de vue, pour emmener les gens, et c'est un petit peu ce qu'on a entendu ce matin de la part des deux interlocuteurs. Dans les années 80-90, la profession, donc nos prédécesseurs ont eu peut-être des choix à faire. Ils se sont arrêtés à forger une grosse industrie agroalimentaire, des grosses coopératives pour peser face à la grande distribution. Et là, je pense que nos prédécesseurs ont fait l'erreur de ne pas aller jusqu'à la distribution de ce qu'on faisait. Et là, c'est peut-être ce que nous a suggéré M. Papin derrière, quand il nous l'a dit, il faut lever le nez. Il faut sentir quoi ? C'est ça la difficulté des choix politiques qu'ont fait les uns les autres. Et au jour d'aujourd'hui, il faut aussi lever le nez, en tout cas c'est ce que je propose à mes collègues, le temps change aussi. Il y a une opportunité sur faire autre chose ou en plus de ce que l'on fait pour améliorer la situation du quotidien. Beaucoup nous encouragent à aller dans les circuits courts. C'est pas que c'est mal, mais ça donne du travail supplémentaire. Pour une profession qui bosse déjà 50-60 heures par semaine, ceux qui nous pronostiquent ça ne nous ont pas donné la solution de résoudre ce travail-là. Donc dans notre département, on a levé le nez et j'ai proposé, mais ça se fait partout au jour d'aujourd'hui, d'aller voir quelles sont les opportunités qui se mettent à jour aujourd'hui pour essayer d'améliorer notre quotidien, le résultat de nos exploitations. Et il y a deux pistes que je pousse tout le temps, c'est la valeur ajoutée, et là, à ce titre-là, on fait un travail avec le conseil régional pour faire un levier, parce qu'on sait expliquer, nous, avec nos ingénieurs, que finir des animaux, ça améliore la trésorerie de l'exploitation, mais ceux qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont oublié, qui n'osent pas le faire, il faut un levier économique et politique. Et là, j'espère que le conseil régional ira jusqu'au bout de ce qu'on lui demande. Donc, c'est un petit message que j'envoie en même temps. Et puis, l'autre piste, c'est celle des énergies. Et l'énergie, c'est un petit peu quelque chose qui est surprenant pour un agriculteur. Et je vais vous faire une petite anecdote. Un paysan du Morvan, il y a à peu près un siècle, qui cultivait ses terres et faisait un petit peu d'élevage, poussait surtout la misère. Et en rentrant chez lui, à Noël, il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais amener comme amélioration pour faire rêver mes enfants ? Il a pris un sapin, il l'a rentré dans sa maison, et il l'a décoré, et ça fait un peu de lumière dans la maison. Ça s'est su, ça s'est diversifié, si je puis dire, et au jour d'aujourd'hui, le Morvan est le premier producteur de sapins de Noël de France. Et pourtant, ça ne se boit pas, ça ne se mange pas, et ça ne se critique pas. Et pourquoi l'agriculteur d'aujourd'hui et celui de demain ne ferait pas quelque chose qui peut amener de la lumière et du bien-être dans son foyer, tout en ne gênant pas la production d'élevage et de céréales. Et ça, l'énergie électrique ou la méthanisation, enfin les énergies renouvelables dans un ensemble, peuvent apporter ce scénario-là. C'est critiquable, on peut y travailler, mais il faut y travailler. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pousse dans notre département. Merci Didier Ramé. Nicolas Soré, vous souhaitiez apporter un complément ?
Oui, juste réagir pour dire que moi, je reste absolument convaincu que ramener chez nous la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est important pour un certain nombre de nos producteurs. Et puis, je ne peux pas être sur cette scène, même si j'ai été invité pour témoigner de mon travail local, sans répondre à ce qui a été dit. Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté garde son objectif, hein, qui est la stratégie en fait, de la région vis-à-vis de l'agriculture. Ça reste, la valeur ajoutée. 2, l'installation des jeunes agriculteurs. 3, l'accompagnement à l'ensemble des transitions. Bon, on sait tous dans cette salle que le transfert de compétences a été compliqué, difficile, mais dans un long mariage d'amour, parfois il y a des moments où c'est plus compliqué. Ben, on vient de passer un moment où c'était plus compliqué. Nous sommes au-delà de décider, nous nous sommes mis en ordre de marche derrière la présidente, derrière notre administration, pour faire en sorte qu'on dépasse cette difficulté sur l'installation des jeunes agriculteurs, sur les mesures PCAE. Merci au réseau des chambres d'agriculture de venir apporter leur aide pour qu'on puisse évacuer un certain nombre de dossiers beaucoup plus rapidement que ce que notre propre administration a pu faire. Donc voilà, je crois que la présidente de région s'est exprimée à maintes reprises là-dessus. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce qu'a été le plan 2040. Hein, je crois que c'est comme ça que vous l'avez, le plan stratégie 2040. Je le trouve très inspirant. Et là, pour le coup, je reviens sur un domaine qui est le mien tous les jours, de vice-président au développement économique. En fait, j'ai pris conscience en lisant ce document combien vos contraintes sont celles de tous les entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté. On a le problème des compétences, trouver les compétences, le problème de l'image. Quand je suis dans des réunions d'industriels et non pas d'agriculteurs, on dit on a un problème à attirer nos jeunes parce qu'on a des images d'Épinal sur la vieille industrie, on a du mal, on a tout un travail à mener sur l'image de l'industrie. Le problème des normes, quand je suis chez les industriels, c'est pareil. Le diktat du politique sur l'économique, quand vous êtes dans la filière automobile, et qui vous explique que c'est le politique qui a décidé la fin du moteur thermique pour la bascule vers le moteur électrique, on peut faire 3h30 sur les normes. Hein, dans la filière automobile, c'est tout pareil. Un maire, le maire que je suis peut vous en parler, vous savez combien un maire a de normes à faire respecter dans sa ville? 70 000. Je mets au défi l'un des 36 000 maires de ce pays d'être en capacité de les énoncer. Voilà, donc en fait, on a, mais comme j'imagine qu'il n'y a pas un agriculteur qui peut énumérer non plus les milliers de normes qu'il doit respecter. C'est tout l'enjeu d'avoir des corps intermédiaires comme les vôtres, comme les chambres qui peuvent nous aider. Et je trouve que ce parallèle en fait entre les filières, les grandes filières économiques, peut-être à l'exception du luxe, qui est une filière très particulière dans notre région, qui globalement se porte bien, mais toutes les autres, je multiplie les réunions, j'entends ce genre de difficultés. Alors évidemment, le poids de l'Europe, notamment sur les questions agricoles, fait que c'est un secteur un peu à part. Mais globalement, les lignes forces de vos questionnements sont absolument les mêmes. Et nous, on tente d'y... Vous voyez, je termine juste en disant que sur le volet économique, sur le développement économique dans la région, nous avons toute une batterie d'ingénierie financière, d'outils d'ingénierie financière. Quand j'entends tout à l'heure, ça m'a interpellé, je voudrais bien qu'on y réfléchisse. Peut-être que demain, ou tout de suite, aujourd'hui d'ailleurs, l'enjeu, ce n'est plus pour un jeune il n'attendra pas sa retraite pour toucher son capital. Comment on peut imaginer un autre modèle pour faire du portage? On en fait beaucoup, nous, de portage à la région, sur tout un tas de sujets. Peut-être que ça peut être quelque chose qu'on travaille avec Christian. Quand on a dit, parce que j'essaye de dire, je rebondis sur la région a fait un truc pour une fois, c'est bien, on va le souligner, alors je vais quand même enrichir. Quand vous nous avez demandé de réfléchir à un dispositif financier qui permettrait d'avoir une capacité d'action si une de nos grandes industries de l'agroalimentaire pouvait voir son siège social partir hors région, emportant avec elle toute la chaîne de valeur. On l'a fait, c'est BFC Participation, c'est un fonds de co-investissement qui nous permet aujourd'hui de dégainer immédiatement si un jour on voit qu'on a un siège social d'une industrie structurante dans notre chaîne de valeur qui pourrait partir. Et puis j'ai bien entendu ce que vous disiez sur la viande. Je ne suis pas vice-président
à l'agriculture, mon collègue est là, mais je peux témoigner que nous sommes en train d'avancer sur toujours avec cette même volonté de dire comment on fait revenir chez nous la valeur ajoutée, quitte à aider à porter la trésorerie, les besoins pour minimiser le risque qui n'est plus pris par les banques. J'ai entendu un petit taquet ce matin sur votre banque préférée, je n'ai pas osé applaudir, mais j'aurais pu le faire. Risque que les banques ne prennent plus et qu'on demande finalement à la puissance publique, régionale en l'occurrence, de prendre. Donc il y a quand même des choses qui avancent, il y a eu des difficultés, mais je vous garantis qu'on est à pied d'œuvre pour faire en sorte de vous faciliter la vie. Merci Nicolas Soré. On est parvenu au terme de cette table ronde qui a été longue. J'espère qu'elle vous a intéressé malgré tout. J'avais promis qu'on terminerait quand même sur une note positive et je voulais vous demander à tous, en très très peu de mots, mais peut-être de nous délivrer un message vis-à-vis des jeunes qui veulent choisir ce métier demain. On va commencer avec vous, Philippe Monet, peut-être en quelques mots. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour l'encourager aujourd'hui à suivre cette voie? Il marche? Oui, c'est bon. Un jeune, c'est développer des débouchés. Alors, je ne suis peut-être pas venu pour rien ce matin parce qu'il y a de la lentille verte qui est vendue à Paris. Mais ce que je vous propose, c'est qu'avec des jeunes, on accompagne une saucisse de Morteau, une bonne lentille. Voilà. Merci. François Lavru. Non, moi, ce que je peux dire, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il y a quand même une dynamique d'installation, puisqu'on est dans le Jura à plus de 70 installations à aider sur l'année 2023. La Chambre d'agriculture est là pour accompagner tous les agriculteurs, toutes les agricultures. Dans une note positive, ça a été relayé, redit par Arnaud, il me semble que la restauration hors foyer a un rôle à jouer pour tout ce qui est débouché local, et aujourd'hui, elle ne le joue pas suffisamment. Il faut monter aux 20% de bio, aux 50% de local. Ça prendra toute cette partie de débouché et je pense qu'on atténuera la crise de la bio actuelle. Et puis le dernier point, je pense que pour que les agriculteurs soient heureux, ils doivent vivre comme tout le monde, avec du temps libre, pas une surcharge de travail. C'est vraiment important. Et je pense qu'il y a quand même un point qu'il faut qu'on entende aussi, c'est qu'avoir plus que des plateformes, informatiques pour déposer les dossiers, je pense qu'il y a vraiment besoin de remettre de l'humain dans tout ça. Didier Guillaume. Oui, moi je constate qu'aujourd'hui, c'était une séance positive. Malgré les difficultés, malgré le ras-le-bol, malgré la crise, malgré le fait que ces agriculteurs doivent se dire on va peut-être crever, mais on ne va pas crever tout seul, on va nous entendre. Je pense qu'il y a ici une volonté de positiver. Et c'est ça qui est très important. Jérôme Fourquet disait 20% de la population sont prêts à conseiller leurs enfants d'être agriculteurs. 20% de la population, c'est 13 millions. Si réellement cela, on arrivait à les mettre en place, il n'y aura pas de problème de renouvellement de génération. Enfin, il y a les deux aspects, l'aspect national, l'aspect local, c'est toujours comme ça. L'Europe est en train d'évoluer, je ne sais pas ce que ça fera. Au niveau national, dans 15 jours, il y aura les annonces du gouvernement, il y aura des déceptions, il y aura des points positifs, mais localement, il y a plein de choses qui peuvent avancer. Régionalement, départementalement, et c'est très facile. Moi, je vais simplement finir par un exemple sur l'alimentation locale. J'ai créé dans la Drôme en 2010 AgriLocal. 32 départements l'utilisent. Ça a été utilisé dans cette région. Eh bien, tous les collèges du département de la Drôme se fournissent en approvisionnement local directement auprès des paysans. Et aujourd'hui, le sujet, c'est les hôpitaux. Le plus grand nombre de tonnes de produits jetés, c'est dans les hôpitaux. On dit que dans les hôpitaux, on mange très mal. Le gaspillage alimentaire, il est terrible. Eh bien, si l'agriculture française s'attaquait à produire dans les hôpitaux des produits agricoles français, je pense qu'on aurait des gros marchés. Donc, il y a des raisons d'espérer, il y a des raisons de pleurer, mais il y a des raisons d'espérer, et j'espère que vous y arriverez. Didier Ramé. Alors, je vais être bien plus court. Moi, je dis engagez-vous et remplacez-nous. Thierry Chalmin. Écoutez, c'est la crise qu'on vit aujourd'hui qui va faire que demain, les jeunes vont avoir un métier plus facile à embrasser que celui qu'on a eu. Voilà. Nicolas Soré. Moi, je voudrais dire aux jeunes qui nous regardent, soyez fiers de la carrière que vous vous apprêtez à embrasser. On a besoin de vous. Les Français vous aiment, on l'a vu tout à l'heure. Les Français sont respectueux de votre travail, de votre engagement, et les modèles vont évoluer, vous permettant demain de mieux gagner votre vie en respectant des rythmes de vie qui ont aussi évolué. Donc,
engagez-vous, réengagez-vous et on sera à vos côtés. Arnaud Delestre. Oui, un mot pour dire que voilà, on n'aura pas raison tout seul non plus. Il y a l'histoire de l'attractivité des territoires qui pour moi est importante. Bien sûr, il faut l'agriculture, mais pour un territoire vivant, il faut que tout le monde soit là. Donc le travail avec les collectivités à tous les échelons. Et voilà, si on veut des agriculteurs, des éleveurs, il faut des vétérinaires aussi. Donc il y a un travail à mener global pour que nos territoires soient vivants. Vincent Lavier. C'est de plus en plus dur. Vous dire que on peut dresser ensemble le constat que notre agriculture a toujours su faire face aux crises qu'elle a traversées et du coup en ressortir plus forte. Je ne doute pas que celle-là donnera un nouvel élan et offrira aussi un bon nombre d'opportunités pour les gens qui nous suivront. Et Bernard Lacour. C'est pas facile de finir après tout le monde. De toute façon, dans la vie, on ne peut pas vivre avec des regrets. Donc ceux qui rêvent de s'installer, il faut qu'ils le fassent. Après, l'avenir, il sera ceux qui voudront bien en faire. Voilà. Merci à vous. On peut applaudir nos... Merci à vous en tout cas d'avoir apporté beaucoup de richesse à ces échanges. Je vais laisser le mot de la conclusion à Christian Deserle et Marie-Jeanne Fautré-Muller pour la DRAF.